Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de ce journal, le Premier ministre nommé par la junte au pouvoir au Niger, Ali Mahaman Lamine Zein, a reçu ce samedi une médiation de chefs religieux nigérians, signe que la CEDEAO continue de privilégier la résolution diplomatique de la crise, une rencontre au cours de laquelle il a appelé à la levée des sanctions contre le pays. Ali Bongo Ondimba et son pacte social républicain, le président gabonais candidat en troisième mandat a dévoilé ce samedi son programme, le chef de l'État dont le bilan est très critiqué par ses adversaires. Et moins de 2 heures, c'est le temps qu'aura passé Jacob Zuma en détention. L'ancien président sud-africain a bénéficié d'une remise de peine collective. L'opposition y voit une combine pour lui permettre d'échapper une nouvelle fois à la prison. Mais tout d'abord, les putschistes au pouvoir au Niger à la recherche de soutien. Une délégation conduite par le général Moussa Salaou Barmou s'est rendue ce samedi à Conakry. Elle a été reçue par les autorités militaires guinéennes et notamment par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Les putschistes nigériens, par la voix du général Barmou, ont remercié le CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement qui dirige la Guinée. Le 31 juillet dernier, le CNRD avait clairement affiché son désaccord avec les sanctions préconisées par la CEDEAO contre le Niger. Et en parallèle, Ali Mahaman Lamine Zein, nommé Premier ministre par la junte au pouvoir au Niger, a reçu ce samedi une médiation de chefs religieux nigérians, une visite qui intervient alors que la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, continue de privilégier la voie diplomatique pour résoudre la crise née du coup d'État militaire du 26 juillet dernier. Les chefs religieux ont indiqué qu'ils rendront compte des échanges au président nigérian Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO. De son côté, le Premier ministre nouvellement nommé Lamine Zein a appelé à la levée des sanctions contre le pays. On l'écoute. C'est une rencontre importante qui vise à rapprocher les deux pays, le Nigeria et le Niger. Et ils ont fait passer le message du président nigérian au chef de l'État ici même. Et le chef de l'État les a chargés d'expliquer tout ce que nous voudrions voir se réaliser dans les prochains jours, c'est-à-dire la levée de ces mesures qui sont inhumaines, qui sont iniques et qui sont inacceptables parce qu'elles sont en contradiction avec les dispositions même des règles de la CEDEAO. Mais nous restons ouverts pour conduire cette médiation et arriver à lever un peu toutes ces contraintes et revenir à une situation de normalité. Dans l'actualité également au Gabon, le bulletin unique a été validé par la Cour constitutionnelle, bulletin unique proposé par le Centre gabonais des élections. Toutes les requêtes déposées par l'opposition ont été rejetées, l'opposition qui dénonce un bulletin qui ne respecterait pas la séparation des pouvoirs. En l'espèce, il s'agirait d'une feuille de papier où devraient figurer le candidat à la présidentielle et le candidat aux élections législatives d'un même parti. Pour rappel, les élections auront lieu le 26 août prochain. Et la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 26 août se poursuit. Le président Ali Bongo Ondimba, candidat en troisième mandat, a dévoilé ce samedi son pacte social républicain. Des ambitions affichées, mais le chef de l'État doit aussi défendre son bilan, très critiqué par ses adversaires. Samantha Saberou Sabubanga. En 2023, l'économie du Gabon repose encore à près de 60% sur le pétrole. Cependant, depuis son accession à la magistrature suprême en 2009, le président Ali Bongo a affiché son ambition pour la diversification de l'économie du pays, un pays doté d'importantes richesses naturelles renouvelables pour certains. Alors qu'il se projette pour un nouveau quinquennat, le président sortant, candidat du PDG, dessine les grandes lignes de sa gouvernance dans un programme intitulé Ali pour tous. Il promet globalement de bâtir un nouveau pacte social républicain qui résoudra les liens entre les enfants et chaque terre du Gabon. Un pacte qui engage à une nouvelle exigence d'efficacité, de gouvernance inclusive, de résultats pour la transformation effective du Gabon. Je suis porteur d'une ambition. Je suis investi d'une mission, celle de faire du Gabon un
grand pays. Un meilleur pays, un pays où il fait bon vivre. Pour cette troisième candidature, le président sortant prévoit de mettre en place une politique sociale ambitieuse en garantissant des médicaments et des soins de santé disponibles sur l'ensemble du Gabon, ainsi qu'une carte de solidarité qui offre des services ciblés à leurs besoins à tous les citoyens en situation de handicap. Le volet socio-économique de ce programme prévoit ainsi d'accompagner 30% des Gabonais économiquement faibles dans un programme individuel de réinsertion via un contrat d'insertion à l'emploi. Pour lutter contre l'inflation galopante, Ali Bongo envisage plafonner les prix des denrées alimentaires de première nécessité, entre autres plafonner les prix des loyers pour les ménages à revenus modérés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la gare d'Ovendo. Au lieu du dynamisme, de la modernisation de notre économie, de sa montée en puissance, de son attractivité, de sa compétitivité. Ainsi, Ali Bongo entend à travers le pacte social républicain répondre dès les premiers mois de son mandat aux préoccupations les plus immédiates en donnant la priorité à des mesures concrètes dédiées à l'amélioration du pouvoir d'achat et à l'emploi des Gabonais. Élu président du Gabon en octobre 2009, succédant à son père Omar Bongo, il a été réélu en 2016. Ali Bongo Ndimba, 64 ans, brigue un troisième mandat à l'occasion de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Il sera face à 18 autres candidats. En Afrique du Sud, à présent, c'est une libération qui rend très amère l'opposition. Jacob Zuma échappe de nouveau à la prison. Il devait purger le restant de sa peine à 15 mois de prison pour outrage. Mais voilà, l'ancien président a bénéficié d'une remise de peine collective destinée à lutter contre la surpopulation carcérale. L'opposition y voit une combine pour faire libérer l'ex-chef de l'État, Amanadji. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma s'est présenté en prison vendredi 11 août, mais en raison d'une loi pour ralentir la surpopulation carcérale, il a été relâché aussitôt. Cette situation, qualifiée de honte absolue par l'opposition, s'explique selon l'administration pénitentiaire par les remises de peine annoncées le jour même par le gouvernement. L'Afrique du Sud pataugera dans une honte absolue pour l'affaire Zuma, étant donné que si la prison est surpeuplée à hauteur de plus de 140%, donc ça veut dire qu'il y a des prédécesseurs, il y a ces prédécesseurs qui sont en liste, qui devraient profiter premièrement de cette loi au lieu que ce soit lui en premier qui rentre peinard chez lui au bout d'une heure seulement d'incarcération. Jacob Zuma, qui devait purger 15 mois de prison, y avait passé 2 mois en 2021 pour outrage avant d'être libéré pour raison médicale. Le ministre de la Justice sud-africaine, Ronald Lamola, estime que ces remises de peine émises en faveur des 10 condamnés non violents ont été approuvées par le président Cyril Ramaphosa pour soulager la surpopulation carcérale. L'objectif est de libérer plus de 9000 détenus. Non. Ça, ce n'est pas un exemple à donner, étant donné que Zuma a trempé dans des problèmes de corruption de haut niveau. Il y a eu capture d'État, il y a un autre procès en vue. Il faut que l'Afrique du Sud se ressaisisse et qu'il trouve un modèle d'emprisonnement, d'incarcération de Zuma. Sinon, aucune autre autorité ne se trouvera un frein à faire les mêmes délits, les mêmes crimes et se retrouver à l'air libre, quoi. Voilà. Pour rappel, l'ex-président Jacob Zuma avait été condamné en juin 2021 pour avoir refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption sous sa présidence entre 2009 et 2018. Son arrestation avait fait l'objet de plusieurs jours d'émeutes avec plus de 350 morts. En Égypte, le gouvernement a approuvé le 10 août 2 projets de décret. L'un concerne la création de la Société de développement des projets d'Africa 50 et le second, la Société de financement des projets d'Africa 50. Avec ces décrets, les autorités entendent améliorer l'investissement direct étranger, mais également accélérer l'exécution des projets d'infrastructure. Marie Rafalantolo.
L'Égypte souhaite stimuler les investissements nationaux et développer les infrastructures locales. À cet effet, le gouvernement a approuvé le 10 août deux projets de décret liés à la création de la Société de développement des projets de Africa 50 et la Société de financement des projets d'Africa 50 dans le pays. La collaboration du pays avec Africa 50, fonds de la Banque africaine de développement spécialisée dans le financement des infrastructures, permettra de réduire l'écart de temps entre la conception des projets, la collecte des fonds et la mobilisation des ressources, contribuant ainsi à l'exécution du plus grand nombre de projets d'infrastructures à court et moyen terme. Notre mission s'articule autour de 3 piliers stratégiques. Premièrement, développer les projets bancables. Deuxièmement, financer les infrastructures. Troisièmement, mobiliser les capitaux en Afrique et à l'international pour le financement des infrastructures africaines. En 2020, le Fonds d'infrastructure Africa 50 a contribué au décollage du secteur de l'énergie solaire égyptien en appuyant le pays dans la construction d'un parc solaire de 37 km² comportant plus de 7 millions de panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, un rapport de 2022 de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches souligne qu'au cours de l'exercice 2021-2022, les entrées d'investissement direct étrangers en Égypte ont augmenté de 71,4% en glissement annuel pour atteindre environ 8,9 milliards de dollars. L'esprit d'innovation nous permet d'accélérer la croissance de notre institution en travaillant avec des partenaires, notamment des champions africains, que nous soutenons avec beaucoup d'enthousiasme. L'Égypte a rejoint le Fonds Africa 50 comme actionnaire le 7 mars 2023. Le fonds est consacré à l'investissement dans les infrastructures en se concentrant sur des secteurs tels que l'énergie, les transports, les technologies de l'information et de la communication et l'eau. L'objectif est de pallier le déficit de financement que connaissent ces secteurs sur le continent africain. Au Sénégal, l'exploitation des gisements pétro-gaziers à partir de 2024 devrait représenter une rentrée de devises significative. La capacité de production est estimée à 100 000 barils par jour, soit 3 millions de barils par mois. Une exploitation qui fait donc naître des attentes importantes. Samantha Saberou-Saboumanga. Au cours des dernières années, le Sénégal a fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz au large de ses côtes. Ces découvertes ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités dans l'exploitation de ces ressources naturelles. Depuis leur découverte en 2014 pétrole et en 2015 gaz naturel, les travaux sont en cours pour l'exploitation de ces gisements de pétrole et de gaz qui vont contribuer au développement du Sénégal. Le projet qui représente de belles opportunités dans un contexte de raréfaction des ressources. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en deux catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures pour pouvoir donc valoriser ces ressources pétrolières et gazières. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. C'est les investisseurs qui veulent s'installer au Sénégal, profiter de la ressource et pouvoir donc la transformer pour pouvoir s'insérer dans l'économie pétrolière et gazière. Les sociétés pétrolières et gazières sont à la recherche de nouveaux gisements et investissent massivement dans la prospection et le forage. Cela crée une demande de services d'exploitation tels que la sismique, la cartographie géologique et les études environnementales. L'extraction offshore d'un champ de gaz transfrontalier à près de 300 000 mètres de profondeur doit démarrer au dernier trimestre 2023 au large de Saint-Louis, ville portuaire de 200 000 habitants dans le nord-ouest du Sénégal. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. D'ici 2030, sa capacité devrait augmenter à 10 millions. Vous voyez que le pétrole et le gaz vont offrir à beaucoup d'investisseurs la possibilité de se ravitailler sur le produit de base, de le transformer sur place, de créer de la valeur ajoutée et de pouvoir effectivement satisfaire le marché africain qui a beaucoup de besoins dans ce domaine. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité, comme je l'ai dit, pour permettre à nos pays non seulement de produire l'électricité en quantité, mais aussi de pouvoir baisser le prix. Et c'est l'objet du programme Gas to Power.
Cependant, il est important de noter que l'exploitation du pétrole et du gaz au large du Sénégal représente également des défis, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Pour les observateurs et la société civile, il est essentiel que les entreprises et les autorités s'engagent à mener ces activités de manière responsable et durable, avec en plus un impact réel sur le niveau de vie des populations par l'amélioration de l'accès à l'électricité et l'offre de meilleures prestations sociales. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.